Réformes électorales. Qu'est-ce qui empêche donc la désignation de nouveaux animateurs de la CENI? État des sièges, affaire RAM, mais aussi quel est l'avenir politique de la République démocratique du Congo? Ce sont là des questions croustillantes à aborder dans cette émission avec notre invité détail, une figure emblématique, quelqu'un n'est pas présenté, une tête bien faite, c'est lui, en la personne de M. Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint de ce grand parti politique qui est le PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, le président honoraire de la République démocratique du Congo. Il est déjà là dans nos murs, M. Ferdinand Kambere, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Glody Moukoko. Comment allez-vous? Nous nous portons assez bien. Ah, alors, ça fait un laps de temps. Aujourd'hui, vous signez votre toute première participation dans nos installations de Télé+. C'est votre impression? Non, l'impression est très très bonne. Je m'excuse pour tous ces rendez-vous manqués, alors que je pensais pouvoir visiter ces lieux depuis longtemps. Coup de chapeau à l'initiateur, Jean-Marie Kassamba, qui est en même temps le DG, et à vous tous qui acceptez de l'accompagner dans ces innovations, dans la modernisation de ces secteurs de communication quand même. En tout cas, coup de chapeau. Ça, c'est une bonne chose. D'entrée de jeu, il y a beaucoup de questions autour de réformes électorales. Alors, on voulait avoir aussi votre aperçu, vous, du PPRD. Comment vous réagissez-vous face à cette situation? Merci. D'entrée de jeu, je dois vous dire que le PPRD est membre d'une grande plateforme, une famille politique qui a pour autorité morale le Raïs Joseph Kabila Kabange. Et c'est le FCC qui aujourd'hui est conduit par des maîtres d'ailleurs, par le camarade Raymond Chibanda, et que la position du FCC est donc connue à travers sa dernière lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, dans laquelle lettre les FCC a réclamé qu'il y ait un cadre de concertation entre parties prenantes que certains ont tendance à confondre avec les groupes parlementaires. Ici, nous parlons des parties prenantes au processus électoral, qu'on veut être un processus inclusif, un processus transparent et un processus juste, parce que c'était la réclamation de tout le monde. Et vous le savez, ceux qui dirigent les pays étaient hier dans l'opposition quand nous dirigeons. Et c'était plus eux qui faisaient trop de réclamations et qui demandaient qu'il y ait plus de réformes, comme vous venez de le dire, dans ce secteur-là, pour crédibiliser davantage ce processus-là, pour qu'il y ait moins de revendications, qu'il y ait moins de tensions politiques chaque fois qu'il y a élection. Nous voulons donc que chaque fois que nous parlons des élections dans notre pays, qu'il y ait moins de tensions politiques, que les élections soient considérées comme une tâche normale, banale dans notre pays, parce que rien que pour la désignation des animateurs, des institutions, mais qu'à la fin, à l'après, en réalité, ce qui est attendu de ces animateurs, c'est de satisfaire les demandes sociales de la population, les demandes sociales, demandes sécuritaires, toutes les demandes en tout cas de la population, mais aussi garantir aussi l'exercice des libertés publiques. Ce sont les deux denrées dont a toujours besoin le peuple, et c'est pour ça que le peuple, en réalité, va voter. Il faut donc que ce soit nous, politiques, nous, forces politiques, qui puissions garantir davantage ces deux aspects de la demande de la population. Alors ça, c'est une bonne chose, mais on dit que l'Assemblée nationale qui serait instrumentalisée, on veut savoir, cette institution serait instrumentalisée par qui? Parce qu'ils sont en train de tout faire pour obtenir un glissement. Partagez-vous cet avis? Bon, de plus en plus dans leur comportement, de plus en plus dans leur comportement. Parce que voyez-vous que lorsque l'honorable Janine Mabunda présidait encore les bureaux de l'Assemblée nationale,
elle était accusée de tous les maux, que c'est elle qui bloquait les processus. Il faut que les gens se rappellent de ces dossiers Malonda, et que c'est elle qui bloquait. Mais depuis qu'ils l'ont investi de la manière que ça a été fait, le FCC a dénoncé tous ces aspects-là. Et depuis que le FCC a encore dénoncé aussi la manière dont a été formée la Cour constitutionnelle, vous le savez que le FCC avait dénoncé à l'époque aussi la manière dont a été constituée la dernière mise à place de la Constitution. Et quand on parle du processus électoral, en réalité, on voit les deux grandes institutions. C'est d'abord la CENI en tant qu'institution d'appui à la démocratie, mais du côté justice, on voit bien sûr la Cour constitutionnelle, parce que quand la CENI proclame de manière provisoire les résultats, mais l'institution qui confirme ces résultats, c'est la Cour constitutionnelle. Bien sûr. Et que donc, lorsque nous parlons des cadres de concertation en tant que famille politique, en tant que partenaire à ce processus électoral, nous savons de quoi nous parlons. Si nous réclamons plus de consensus, c'est en fait sur toutes ces questions-là. Parce que vous le savez, aujourd'hui l'opposition est représentée par deux plateformes. Il y a le FCC, le FCC, oui, bien sûr, en tant que plateforme de l'opposition, mais il y a aussi la MOUCA, qui a aussi sa façon de revendiquer. Alors, vous êtes dans l'opposition, le FCC. Mais bien sûr, vous ne le savez pas. Qui a aussi sa façon de revendiquer. Aujourd'hui, il projette des marches, il projette des meetings, mais aussi pour réclamer, par exemple, ce qu'ils sont en train de dire, des politisations. On dirait ces derniers temps, vous parlez le même langage que la MOUCA, hein, vous, bon, du Front commun pour les Congo. Peut-être les mêmes objectifs, pas tout ce que tout le monde réclame, c'est d'avoir une CENI indépendante. Si ça vient de notre bouche, ça vient de la bouche de la MOUCA, ça vient de la bouche de la société civile, alors nous parlons le même langage. Nous voulons donc une CENI consensuelle, parce que l'esprit était celui-là. Quand je parlais de Mabunda, c'est parce qu'effectivement les gens disaient qu'il y avait une proposition de loi de l'honorable Lutundula que Mabunda bloquait. C'était ça l'idée. Mais lorsqu'elle est partie, et que cette fois-ci, toutes les voies leur étaient ouvertes, comme il disait. Mais l'esprit dans lequel l'actuelle loi sur la CENI a été votée, ça s'est écarté de loin de tout ce qui était attendu dans la loi Lutundula, notamment l'esprit paritaire. L'esprit paritaire, ça signifie une composition équilibrée entre les parties prenantes qui sont à 3. Lutundula a proposé 12 postes, maintenant ils sont allés à 15. Ça signifiait simplement qu'il fallait avoir au moins pour chaque composante 5, 5, 5. Et essayer d'équilibrer non seulement au niveau du bureau, mais aussi au niveau de la plénière. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont calé dans un article, je crois 10, déjà la répartition des sièges, pas convenue entre parties prenantes, mais convenu simplement là-bas, arrangé au niveau des députés, simplement dans la Chambre, et c'est ce que nous dénonçons, pour mettre 6 pour la majorité, 6 postes, et 4 de ces 6 postes-là au bureau sur 7 postes, et que donc, dans le bureau, la société civile n'aura qu'un poste, et que l'opposition n'aura que 2, ce qui est déjà une preuve de plus que l'esprit qu'ils ont de la formation de cette CENI à venir est déjà tronqué. Est déjà tronqué. Donc, déjà, l'esprit de départ est déjà tronqué. C'est de la même manière qu'ils ont fait très rapidement, qu'ils ont composé la Cour constitutionnelle. Donc, et c'est ça que nous disons. Si nous tous, nous disons, après les mandats de ceux qui dirigent, s'ils ont le droit de se représenter, parce que, effectivement, les mandats est de 5 ans, mais renouvelable une seule fois, ça veut dire qu'il faut se soumettre encore à l'exercice où il faut se représenter dans les jours électoraux à venir. Mais alors, il faut se représenter avec les mêmes chances que tous les autres qui voudront bien aussi compétir. Il ne faut pas déjà aller avec des longueurs d'avance par rapport aux autres. Vous voulez avoir déjà 6 postes au niveau de la CENI sur les 15, mais au niveau du bureau, avoir déjà 4 sur 7, ça montre déjà l'esprit de tricherie qui a commencé.
Et ça explique tout ce qu'il y a comme contestation aujourd'hui. Parce que l'esprit, même au niveau des débats, au niveau des confessions religieuses, on sent bien qu'il y a un problème. S'il y a un problème, oui, on peut dire que vous qualifiez cet acte plutôt de manœuvre dilatoire de la part de l'Assemblée nationale, encore pour ne pas dire de la part du régime actuel, en vue d'obtenir un glissement, justement. Mais absolument, parce que si vous souvenez, le président de la République a accordé une interview à vos collègues de Oui, Marius, ouais. Et que là-dedans, on a compris qu'il n'est pas prêt à ce que les choses avancent, parce que lorsque lui-même, il vous dit que les élections, on doit les organiser à 2023, mais pour une simple question, qu'il a encore traché au tas de Mabunda, mais pour les cas Malonda, où il y avait 6 confessions qui soutenaient Malonda, et que lui-même a récalé qu'on ne peut pas aller dans un processus sans l'Église catholique, sans les églises protestantes, que ce soit maintenant à ce niveau ici où il dit non, je ne sais pas tracher. Et que ça me paraît quand même hier, lorsqu'on a vu le défilé de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, j'ai dit, ben, c'est des petites questions, parce que c'est la loi qui le dit, que le chef de l'État aurait dit arbitrer et faire passer, que Mbosso aurait dit arbitrer et faire passer. Mais on a vu tous ici Mbosso qui recevait tout le temps les 6 avec l'RPV. Il est même allé très loin en disant qu'il y a une commission paritaire et que les gens aient déposé les noms. Mais il en a affirmé qu'il y aura bel et bien. Il en a affirmé qu'il y aura bel et bien les élections d'ici 2023. Affirmer, c'est une chose, mais agir, la façon d'agir, c'est autre chose. Parce que c'est cela. Vous ne pouvez pas être tout le temps en train de dire que nous voulons avoir les élections en 2023, alors que pour composer d'abord la CENI, ça fait plus d'une année. Ça fait combien de temps que l'honorable Mabunda a quitté ce bureau de l'Assemblée? Ça fait combien de temps? Et qu'aujourd'hui, on se cache derrière des faux fouillards, que l'opposition vienne donner les noms. Mais on a demandé d'abord qu'il y ait ces cadres de concertation. Parce que l'article 10 là pose problème. Monsieur Mbosso, votre article 10 avec Mbosso et Mbata pose d'abord problème. Lorsque vous calez les postes de manière déséquilibrée pour ne vous donner que l'avantage dans le bureau, ça pose problème. Quand nous demandons les concertations, c'est pour ça. L'esprit était celui de composer de manière équilibrée. C'est une garantie ou un garde-fou pour diminuer la pression politique sur la CENI que nous voulons tous indépendante. Alors acceptez, si vous voulez, vous croyez que si vous dirigez, si vous posez des actions, c'est la population qui appréciera. Aujourd'hui, le problème n'est plus Mabunda. Ah, le problème maintenant, c'est eux-mêmes. Le problème maintenant, c'est eux-mêmes. Hein, je viens de vous le dire, parce qu'eux satisfaits de la manière dont ils ont tronqué cet article 10 en alignant les gens de manière déséquilibrée, ils étaient maintenant là bloqués sur le seul fait que non, pour nous, c'est Kadima ou rien. Et lorsque, dans leur loi, l'article 12 dit que pour composer, il faut d'abord que les composantes envoient les noms, et puis on compose, on met en place une commission paritaire. 50-50. Commission paritaire, cette fois-ci, au sein de l'Assemblée nationale, c'est aussi un autre garde-fou. C'est peut-être ce que Mbosso ne savait pas, ou Mbata ne savait pas. Mais il était l'un de vous. C'est un garde-fou où, lorsqu'on dit 50-50, 50%, ça veut dire qu'il y aura un même nombre de députés de la majorité que ceux de l'opposition. Et que dès lors que l'opposition vous dit, messieurs, ne trichez pas avant, hein, vous choisissez une attente, vous choisissez un arbitre, et vous amenez que les gens aient joué un match déjà gagné d'avance. Non. Non. Mais donc, vous accusez ici, Mbosso est accusé ici à tort, mais tous les régimes. Il est l'un de vous, il était l'un de vous quand même. Il est le fruit. Non, la transhumance. Il fait aussi partie du régime, de l'ancien régime. Non, il ne faut pas dire qu'il est, il faut pas dire qu'il est l'un de nous, dès lors que c'était le moteur de la transhumance. Ah et bon? puis c'est des vieux routiers qui, il ne faut pas les coller à Kabila. C'est des gens qu'on a trouvés là, ils étaient dans les MP, ils ont encore ces ça là. On sent qu'ils ont encore ces ça là
des gens qui ne veulent pas aller aux élections. Regardez simplement les comportements pour simplement flouer les gens, les meetings qu'il est en train d'organiser à la lyre de la campagne électorale, avant même de mettre en place une CENI. Et de l'autre côté, on a vu la marche de la Mouka refusée, interdite. Voilà, réprimée dans la violence la plus totale. Et la presse elle-même a été prise à partie de manière la plus éhontée possible, telle que le monde entier en a parlé. Tout ça, vous le savez. Est-ce que c'est des gens qui sont vraiment prêts à aller aux élections libres, apaisées et transparentes? C'est ce que nous disons, surtout inclusif, où on va accepter tous les candidats, parce que la tendance, c'est apparemment c'est là où on a peur peut-être d'avoir tel comme candidat ou tel autre, alors que c'est des joutes électorales qui doivent être, en tout cas à partir de la garantie que nous a accordé le Raïs Joseph Kabila Kabange dans ce que nous avons connu pour la première fois depuis l'indépendance, la passation de pouvoir au sommet de l'État. C'était quand même un événement que tout le monde devra considérer comme une caution pour l'organisation des élections dans l'avenir. Il ne faut plus que ça soit hypothéqué, que ça soit toujours la période des élections, que ce soit toujours des moments de tension politique entre les camps. Non. Alors, ayant remarqué, c'est là, vous de l'opposition, parce que vous venez de l'affirmer ici, vous du Front commun pour le Congo, maintenant vous êtes dans l'opposition, ayant remarqué toutes ces manœuvres dilatoires, ces tensions des ralliements qui se font sentir, quel est votre aperçu? Parce que nous avons comme l'impression que toutes ces manœuvres-là, c'est dans le but d'obtenir un glissement. Alors vous, de l'opposition, qu'est-ce que vous comptez projeter là-dessus? Non, ça pour barrer la route. Ça veut dire que nous avons compris que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont fait trop de bruit hier, en réalité, maintenant qu'ils ont goûté au miel, ils veulent rester au pouvoir pour le pouvoir. Ils ne se soucient même pas de la souffrance de la population. C'est ça qu'il y a un problème. Il y a des problèmes partout. À l'Est, n'en parlons pas. On va la en parler. façon dont on est en train d'égorger les gens, l'état de siège, on va en parler. Comme ça, rester au pouvoir, ça créer des débats. Tous les meetings, les 2 meetings que Mbosso a créés, lorsque lui est devant cette foule-là, est-ce qu'il parle de la misère de la population? Est-ce qu'il a parlé des cas de rame? Est-ce qu'il a parlé des gens qui sont en train d'être égorgés à Béni? Non, pas du tout. Il va juste pour faire la théâtralisation de la vie politique du pays, alors que c'est devant un peuple qui souffre énormément. C'est ça le grand problème. Ça, c'est une bonne chose. Alors, parlons une autre thématique. D'une thématique à une autre, cette fois-ci, nous allons parler sur l'état de siège. On en parle toujours et encore. Que faire pour juguler l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo? Étant donné que notre invité est là, du Front commun pour le Congo, mais aussi du PPRD, il va aussi analyser donc l'état de siège parce que ceci est corollaire à notre nation. Monsieur Ferdinand Cambéré, que pensez-vous par rapport à l'état de siège décrété depuis un certain temps par le chef de l'État? Et jusque-là, il n'y a toujours pas de solution adéquate. Merci, Glody. Je pense que je suis parmi ceux-là, comme plusieurs autres, qui, tout en état d'accord avec la proclamation de l'état de siège, mais qui simplement faisaient l'observation. Et aujourd'hui, je crois qu'on commence à nous donner raison, qui faisait l'observation que le pouvoir en place pouvait d'abord bien analyser la situation sur place, la situation de l'insécurité ou de l'instabilité à l'Est, qui est une question délicate, qui a commencé depuis longtemps et qui a été exaspérée à partir des années 2014 et qui plus tard, on a compris, en tout cas nous qui étions au pouvoir à l'époque, nous avions compris que même l'opposition de l'époque s'est servi de l'insécurité et de l'instabilité dans le seul but de rendre impopulaire les régimes qui étaient là à l'époque. Malgré cela, en tout cas, tout ce qu'il y a, on avait mis comme machine avec l'avènement Lucha, l'avènement Filimbi. Il y a eu trop de mouvements, même des partis politiques ici, Kabila dégage, ainsi de suite,
qui n'ont pas aidé le pouvoir en place. Il y a eu la guerre d'IM-23. Bien sûr. Qui n'ont pas aidé le pouvoir à notre époque, après l'élection de 2011, de donner satisfaction à toutes les demandes sociales de la population. Parce qu'entre-temps, il fallait s'occuper des guerres, il fallait s'occuper des pays voisins qu'on voyait bien, le Rwanda et l'Ouganda, qui avaient bien une main basse sur la déstabilisation de ce coin-là. Parce que souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, si avec Sun City, le dialogue intercongolais de Sun City, on a réussi à mettre tous les Congolais ensemble, et que de cela, on a commencé une transition, 1+4, et que de là, on a eu une constitution. Parmi les questions épineuses qui étaient résolues, c'était celle de taire les revendications de ceux-là qui s'appellent Banyamulenge, qui ne devait plus être une question en réalité des populations qui se sont toujours considérées comme originaires du Rwanda et qui vivent au Congo et qui considèrent que depuis 1964, ils ont toujours été victimes de nos lois. Constitution de Luluabu, la loi sur la nationalité de 81, ainsi de suite. Et qui faisaient toujours des bruits tels que parmi les raisons qu'on donnait pour la guerre de l'AFDEL, il y avait cette question. Et donc, qui pour moi, en 2006, avec la promulgation de la Constitution, cette fois-ci, qui, dans son article 10 sur la question de la nationalité, qui est congolais d'origine, tel que défini à cela, parce que c'était les différentes dates. Tantôt on commence à 1908, tantôt on commence à des différentes dates là, et que avec la Constitution, on a retenu que la date de 1960, pour tous ceux-là qui doivent se considérer, s'ils sont membres des groupes ethniques qui sont dans le Congo avant cette date-là, étaient considérés comme des Congolais. Mais si je reviens sur ça, c'est parce que justement, l'instabilité qui est toujours à l'Est, nous avons l'impression qu'on veut créer des nouveaux peuples. Ah bon? Sur le nom de ceux qui sont là, mais pour vouloir imposer un nouveau peuplement de ceux-là qu'on n'a pas si insérés par des mécanismes légaux, des mécanismes qui doivent être justifiés par les conventions internationales. Assez, quand il y a des gens qui sont des réfugiés dans ces pays, c'est des questions qui sont toujours gérées d'abord par les hauts commissariats des réfugiés. Et qu'entre nous et le Rwanda, il y avait cette question de ces populations qui s'étaient déversées sur notre sol. Il n'y avait pas que sur notre sol, c'est aussi à Tanzanie et dans plusieurs autres pays voisins. Mais qu'il y a une question épineuse pour laquelle, je crois, on ne s'attendait toujours pas. Et les débats avaient commencé en 2009, 2010, 2011, 2013, 2016. C'est la clause de cessation des statuts des réfugiés. Parce que le régime de Kigali considérait toujours que le Rwanda est déjà pacifié et que donc les autres peuples du Rwanda ou la population du Rwanda qui ne rentre pas au Rwanda va perdre la nationalité, il n'a qu'à se serrer dans les pays où ils sont. Très bien. Ceci était toujours à l'encontre de la vision, parce que pour y arriver, il faut que c'est ceux-là pour qui il faut qu'on prononce la clause de cessation de statut des réfugiés. Il faut avoir leur aval. Très bien. Leur aval aussi. Parce que si un régime considère qu'il a pacifié le Rwanda, mais que pour celui-là qui doit rentrer, lui se considère toujours en insécurité, on ne peut pas l'obliger de rentrer. Alors, nous sommes victimes en tant que pays où cette question, lorsqu'on la tait avec le régime qui est là, on veut la résoudre autrement en créant un chaos. Et malheureusement, c'est l'état de siège qu'on nous a présenté comme solution sur l'insécurité, mais qui se présente comme maintenant une situation qui vient avec un chaos. Donc si je vous comprends bien. Parce que tel que les gens sont en train de mourir maintenant, c'est plus que ceux-là qui mouraient avant que l'état de siège ne vienne. Et si le régime actuel, lorsqu'on a eu la remise et reprise avec l'ancien régime, ça veut dire le régime que conduisait le Raï Joseph Kabila Kabange, on devait tenir compte des efforts qu'il avait déjà faits.
entre nous et le Rwanda, entre nous et l'Ouganda, sur ces questions-là. Quels sont ces accords? Ces efforts, c'était consigné déjà dans l'accord cadre de paix et de développement d'Addis Abeba, par exemple. Donc, si je vous comprends bien, coûte que coûte, on doit tenir compte de tous ces accords signés sur la paix, bien sûr. Au cas où on ne tiendrait pas compte de tout ça, rien ne va marcher. Non, parce que si vous commencez un autre schéma, vous risquez d'exposer, mettre les pays en danger, comme maintenant. Parce qu'au lieu de suivre cet accord, sous lequel a signé quand même Kagame, sous lequel a signé Museveni et plusieurs autres présidents de la région, et lequel accord qui avait pour témoin le secrétaire général de l'époque, Ban Ki-moon, parce qu'il a signé aussi comme témoin, il était présent à Addis Abeba quand on avait signé. Vous commencez d'autres accords, parce que maintenant on nous parle d'autres accords. Hier, par exemple, dans les réseaux sociaux, on a repris l'interview de ce conseiller principal-là, conseiller principal du président de la République, c'est pas moi Bilomba, c'est ça qui a circulé sur le toit, où il est en train de justifier n'importe quoi, en violation de notre constitution, l'article 52. On vous retient. Parce que si maintenant on commence à signer des accords qui ne passent ni au Parlement, mais qui ne sont connus, parce que lui-même il dit non, je n'ai pas négocié sur ces accords, donc comme si lui-même ne les connaissait pas, mais il justifie quand même ces accords. Merci. Qui sont demeurés toujours des accords cachés contre la République, mais pour lesquels on est en train de subir en tout cas des conséquences néfastes et sur la population et sur le territoire congolais. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas vous retenir autant pendant longtemps. Dernière thématique, avec quelques minutes seulement, celle des rames. Vous êtes victime. Si vous n'êtes pas victime, peut-être le peuple qui vous a mandaté, qui vous fait confiance, est en train de réclamer à tout moment en ce qui concerne ces phénomènes RAM. Alors, comment réagissez-vous face à ces situations, Notre réaction, c'est celle de la population victime. Hein? Kibasa Maliba a été devant les élus du peuple. Il a été devant les élus du peuple. Qui n'était malheureusement je crois que toute l'opinion nationale l'a suivi. Et malheureusement, il n'a pas été capable de justifier. Parce qu'en réalité, il y a parfois des dossiers indéfendables, quelle que soit l'intelligence que vous pouvez avoir. Notre constitution dit qu'il n'y a pas de taxe sans loi. On ne peut pas avoir une taxe sans loi et commencer à priver les Congolais de leurs biens, de leur patrimoine, de leur argent, comme ça, sans leur accord et sans qu'il y ait une loi qui justifie cela. On ne peut pas. Parce que s'il y avait une loi, c'est cette loi qui allait définir. D'abord, la loi ne vient que des élus. À ce moment-là, ce sont les élus qui représentent cette population qui allaient voter cette loi. Mais peut-être qu'eux auraient dû choisir le canal par lequel ces fonds doivent être versés. Mais ici, on est devant une escroquerie où vous vous trouvez victime. C'est même une extorsion parce que c'est des forces. C'est des forces qu'on vous prend l'argent et vous ne savez pas où va cet argent. Qu'il démissionne, que l'IGF intervient. Mon problème, ce n'est pas tant que lui démissionne. Mon problème, c'est qu'ils doivent indemniser, restituer les unités. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont 38 000 téléphones enregistrés, donc sur lesquels ils ponctionnent de l'argent illégalement. L'argent des citoyens, les citoyens qui souffrent. Donc toute catégorie confondue et de la même façon. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est de faire le retour ou le remboursement direct de cet argent et que chaque citoyen retrouve dans son téléphone les montants ainsi volés, les montants ainsi détournés. Ça, c'est une bonne chose. Merci. Donc, on ne peut pas vous retenir pendant longtemps parce que vous avez aussi beaucoup à faire, parce qu'on vous avait pris aussi à pied levé. Alors, un mot, en quelques minutes, qui vous reste, pendant tout ce que vous n'avez pas pu dire pendant cette émission. Non, qu'on respecte notre République. Et la bonne manière de respecter la République, c'est de respecter les lois de cette République. Parce que c'est ça.
c'est ça, ce pacte républicain qui nous unit lorsque nous sommes dirigeants avec la population que nous dirigeons, que nous sommes appelés à protéger en tant qu'État. Parce que la mission de l'État, c'est quoi? C'est de promouvoir d'abord, la cohabitation pacifique entre les groupes ethniques, les groupes vulnérables, minoritaires. On doit avoir des lois, des programmes, des actions pour promouvoir cette cohabitation pacifique. On doit avoir des programmes et des actions qui fondent la promotion de leur développement. Nous ne pouvons pas commencer à prendre des mesures qui sont vraiment des mesures anti-sociales, des mesures qu'est-ce que je peux dire, antisociales contre la population. Et surtout une population qui est déjà dans la misère. Vous mettez en place des programmes qui aggravent sa situation, comme l'état de siège, comme les programmes de RAM. C'est des histoires qui sont en train d'aggraver et les accusations, les voix s'élèvent de partout pour dire retirez-nous des mesures qui aggravent la situation. La RAM là, retirez-nous la mesure. Mais pour la RAM, non seulement retirer, mais aussi rembourser à tous ces gens. Parce qu'ils sont identifiés. Ils savent combien ils ont perçu chez Kambere, chez Glody, chez l'autre, chez Maman, qui sont même en pleine guerre. Ils ont retiré de l'argent, injustement. C'est un gouvernement antisocial. C'est un gouvernement finalement antisocial, un régime antisocial. On ne sait pas à quoi il est. C'est pas moi, IDPS, progrès social. Non, ici, vraiment, c'est vraiment... c'est un IDPS, c'est quoi? IDPS, c'est quoi? C'est une union de la dictature pour... ça n'engage que M. Ferdinand Kambere. C'est vraiment antisocial. Je voulais simplement ajouter un dernier mot. Allez-y. Surtout par rapport à l'état des sièges. Parce que tout ceci, quand même, se passe lorsque tout ce qu'il y a comme exaction, comme la façon dont on est en train de faucher les gens, c'est quand même sous la barbe des Nations Unies. Bien sûr. Nations Unies qui est représentée par la MONUSCO. On crie au génocide et ne voient rien, ils sont là, et ne voient rien, ils doivent laisser la population continuer à crier sur elle-même, même si le gouvernement ne sait pas protéger sa population. Mais de la MONUSCO, là, ils sont là pour rien. Non, c'est quand même trop grave. Rien que faire la monitoring et relever ces mouvements de population. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est pendant où ce coin est insécurisé que ça devient le moment où les migrations des populations inconnues doivent s'accélérer et pour vouloir... et qu'en même temps, c'est à ce moment-là qu'on nous apprend qu'il faut maintenant faire un désarmement alors que la mission de l'état de siège et même la MONUSCO à travers sa brigade d'intervention, c'était de neutraliser les groupes armés, mais les groupes armés qui naissent là-bas. Donc, je crois qu'il faut avoir pitié de la population. La population ne réclame que la paix. La population a sa terre des ancêtres. Ceux qui sont en train de se croire à l'époque de la conquête de la terre, ce n'est pas maintenant. Celui qui veut obtenir une terre pour cultiver, les mécanismes légaux sont là, passés par... les chefs coutumiers, mais ces terres aussi ne sont pas des terres des chefs coutumiers. Il faut que ceux-là aussi sachent que c'est un droit collectif de toute la communauté, de toute la population. C'est à l'État, c'est à cela que l'État est là en tant que garant de tous ces droits garantis à la population. Ça, c'est une bonne chose, vous avez compris. Je dis que ça, c'est une école, l'émission, le rendez-vous qui reçoit n'importe qui, ne reçoit pas n'importe qui, allais-je dire. Nous avons comme invité sur ce plateau M. Ferdinand Kambere, une école de la Kabylie. Vous avez compris la matière. Il a ému le vœu sur les questions d'actualité, croustillantes même, disons ça comme ça, état de siège, réformes électorales, affaires RAM et tout consort. Il a parlé et vous avez compris les matières à noter. N'hésitez surtout pas s'il y a des réactions
écrivez. S'il y a des préoccupations, écrivez-nous sur nos différents réseaux, plutôt sur nos différentes plateformes. Et les numéros, je peux vous les passer, les 081 69 71 352, les 081 69 71 352. Merci, M. Ferdinand Cambéré, de partager ensemble avec nous ces plateaux. Balobi qui est papa, Aïe, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, l'homme qui vient après le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Papa Egota Labus, papa, merci, ça ne sera pas là toute la dernière fois. Non, pas du tout. Ça a été un plaisir pour nous. Nos remerciements à vous-même, aux techniciens et au DG qui a initié ce projet. Surtout ça. Tout ce que nous pouvons, c'est de souhaiter tous les biens du monde à cette chaîne. Ça, c'est une bonne chose. Mes remerciements également à mon directeur général, Madame Nadine Epito, Jean-Marie Kassamba, Nadine Kassamba également. Merci d'avoir été de notre... Donc ici, là, portez-vous bien. On ne peut pas se séparer sans pour autant aussi dire merci à Héritier Ntumba à la prise de vie, Marthe Mbombo à la réalisation, accompagné de Elohim Mekan Konkolo. Merci d'être là, John Bouyi. D'ici là, portez-vous bien. Les rendez-vous reviennent bientôt. Merci.